Bon, après la nourriture, un mot des excréments. C'est très marrant parce qu'au XVIIe siècle, et encore au début du XVIIIe, la communauté scientifique se passionnait pour ce problème. Oui ou non, les plantes ont-elles des excréments? Les animaux, la question ne se pose pas. Tout le monde sait que c'est comme ça. Et les plantes? Certains ont dit, non, il n'y a pas besoin d'avoir des excréments. Et sur ce sont arrivés les physiciens d'une catégorie particulière qu'on appelle les thermodynamiciens. La thermodynamique nous enseigne que si un organisme reçoit de l'énergie et fabrique de la matière, il y a forcément des excréments. Du coup, ça devenait légitime de chercher les excréments des plantes. Alors les uns ont dit c'est peut-être les feuilles mortes. D'autres ont dit c'est peut-être l'oxygène que la plante produit. On a dit que ça serait peut-être l'écorce, les parties mortes du tronc. Vous savez, dans un arbre, le centre c'est mort. Bon. Et puis la querelle a duré comme ça, et puis on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Et c'est pas long, il n'y a pas longtemps, la communauté scientifique est tombée d'accord. Ça ne veut pas dire qu'elle a raison, mais enfin, on ne se dispute plus. L'excrément des plantes, ça serait la lignine, une molécule assez compliquée, assez coûteuse à construire, et surtout d'une stabilité incroyable. C'est presque impossible à détruire, la lignine. Et la lignine, c'est ce qui sert au tronc à garder la rigidité. Un tronc, toutes les plantes vasculaires ont de la lignine, même les petites herbes, hein. Elles en ont plus ou moins. Mais un arbre, ça tient debout grâce à la lignine. Où est-ce qu'elle est, cette lignine? Eh bien, elle fait des renforts autour des cellules mortes, qu'on appelle les vaisseaux, au travers desquels circule la sève. Et moi, j'aime bien transférer un comportement végétal chez l'animal, je trouve ça assez marrant. Voilà, ce pauvre chien. Et c'est bien dans l'esprit des plantes, vous voyez, d'utiliser l'excrément, non pas de s'en débarrasser comme font les animaux, non pas fuir l'excrément, mais l'utiliser. L'utiliser pour grandir. Cet excrément végétal, il n'a absolument rien de dégoûtant, bien entendu. Alors, comment échapper aux prédateurs? L'animal, pas de problème, il est mobile, donc il s'enfuit. Aucune difficulté. Mais pour la plante, c'est autrement difficile. Elles ont 4 solutions, qui peuvent d'ailleurs se cumuler. La première solution pour éviter les prédateurs, c'est de ne pas avoir d'organe vital. Et quand le matador, à la fin, il sort son épée, il sait très bien que le taureau, il a un organe vital qui est le cœur. Il suffit d'atteindre le cœur et l'animal, il meurt. Un animal, tous les animaux ont des organes vitaux. Mais la plante n'en a pas. Comment voulez-vous tuer une plante juste par un coup d'épée ou en enfonçant un clou? Ça ne marchera pas. Parce qu'il n'y a pas d'organe vital. C'est une bonne manière de résister aux prédateurs. Les plantes sont difficiles à tuer, vous voyez, alors que les animaux sont beaucoup plus faciles à tuer. Une deuxième parade, la plante est divisible. Ça va vous paraître un peu philosophique, mais les plantes ne sont pas des individus. Nous sommes des individus. Un chat est un individu. Si je prends un chat et que je le coupe en 2 moitiés égales, c'est terminé pour le chat. Parce que le chat, il est indivisible, c'est pour ça qu'on l'appelle individu. Mais vous savez bien qu'avec un arbre, ça ne marche pas comme ça. Un arbre, on peut le couper en 2, ça fait 2 arbres. On le coupe en 4, ça fait 4 arbres. Si vous me donnez un bon sécateur et un peu de temps, et avec un arbre, je peux vous en faire des milliers. Et en les bouturant, ça vit. Donc c'est divisible. Donc ce n'est pas des individus. Essaye de transférer cette bouturabilité à un animal. J'ai pris ça dans une BD que mes petits-enfants lisent avec passion. John Gifford, de Möbius.
Le pauvre bonhomme, il est coupé en morceaux, et bien chaque morceau refait l'être humain initial. C'est marrant d'ailleurs parce que chacun prétend qu'il est le John D. Fool. Il commence déjà à s'engueuler. Moi j'aime bien transférer des comportements végétaux aux animaux, ça me plaît beaucoup. Il y en aura quelques autres exemples. Bon, alors si ce ne sont pas des individus, les plantes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous le savez sans doute déjà, ce sont des colonies. Colonies d'éléments, voilà. Il y a quelque chose d'élémentaire là-dedans. C'est très intéressant parce que le corail, c'est fixe, c'est tout aussi fixe qu'un arbre, une plante, mais c'est animal. C'est animal. On a mis longtemps à le comprendre, mais maintenant on sait, ça fait déjà longtemps, on sait que le corail, un récif de corail, c'est une structure animale. Mais comme elle est fixe, elle prend une nature de colonie. Bon, moi j'insiste pas sur le corail, je pense que tout le monde a des idées là-dessus. Alors, il va falloir s'habituer à cette idée dérangeante, mais je crois qu'on en avait déjà parlé, qu'un petit arbre peut pousser sur un vieil arbre. C'est ce qui donne ce caractère coloniaire. Je ne sais pas si on voit très bien. Non, c'est très mauvais. C'est les forêts d'Europe de l'Est, quand elles étaient primaires, c'est le milieu du 19e. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un grand pin qui est tombé. Et sur la génératrice dorsale de ce pin, il sort une ligne absolument droite de jeunes pins. Ce n'est pas des semis, ce n'est pas des graines qui ont germé. C'est des bourgeons qui étaient là-dedans et qui ont recommencé qui ont entamé leur croissance et qui ont donné des pins. Et là, je trouve que l'aspect coloniaire apparaît bien. Est-ce que c'est un pin, ça, ou une trentaine de pins? C'est la même chose, c'est une colonie. Voilà. Ça, c'est plus clair. Un jeune arbre, cet auteur, là, il est unitaire. Et là, déjà, un peu plus haut que la hauteur de la pièce, 1, 2, 3, 4. Il y a déjà 4 copies de son programme de développement. Et si vous allez chercher chez le grand arbre, 30 mètres de haut, là, ça se compte par centaines, voire par milliers. Les nouvelles copies du programme de développement, là, l'aspect coloniaire apparaît très bien. Alors, il faut se faire à cette idée que sur les branches d'un très vieil arbre, il peut sortir un jeune arbre, tout à fait complet, tige, racines. Oui, les racines même sont là, elles sont sous l'écorce, mais enfin on peut les trouver, il suffit de retirer délicatement. Et donc on a affaire à une structure coloniaire. Sur la droite, c'est simplement pour vous montrer que c'est pareil dans les racines. Ce qui est en gris ici, c'est des nouvelles racines jeunes qui sortent des vieilles racines. C'est comme ça que fonctionne un système racinaire de très grand âge. Ah, c'est pas très bon, mais c'est pour vous montrer qu'un arbre unique, non seulement il est une colonie, mais il peut s'y introduire un comportement forestier. On a ici, entre guillemets, des grands arbres par-dessus, des arbres moyens, et en bas, une série considérable de tout petits arbres qui attendent tout simplement que les grands disparaissent pour recevoir de la lumière et prendre leur place. Non seulement c'est une colonie, mais c'est presque une forêt. Oh, c'est très très mauvais ça, mais pendant que je travaillais là-dessus, j'ai un collègue américain, Ben Stone, je ne sais pas si tu le connais, spécialiste de Pandanus, il m'a envoyé ça. Un petit homme vert qui sort de sa capsule, pris d'une envie pressante, il se soulage au pied d'un réverbère, et ça donne ça. Voilà, c'est l'humour américain. Il faut savoir en passer par là de temps en temps. Ah, ça c'est curieux, c'est une œuvre d'art des Dayaks de Bornéo.
ils ont inventé l'homme colonnière. C'est une production strictement artistique, je vous rassure. Hein. Ils ne sont pas plus colonnières que nous. Ce qui est très intéressant dans la structure colonnière, c'est que ça multiplie dans des proportions énormes la durée de vie de l'organisme. Les organismes unitaires, hélas, pauvres de nous, nous sommes tous unitaires. On n'a pas, les organismes unitaires n'ont pas une très grande espérance de vie. Chez l'homme, 100 ans, 120 ans, paraît-il. Enfin, même ça, c'est plutôt rare, il ne faut pas trop compter dessus. Par contre, le corail est immortel. Darwin avait bien vu que le récif de corail, il vit tellement longtemps, il devient tellement énorme qu'il arrive à enfoncer sous son poids l'île qui la porte. Après, ça donne un atoll. Eh bien, chez les plantes, c'est pareil. Il faut s'habituer à cette idée assez dérangeante d'une immortalité potentielle, non pas des plantes en général, hein, mais nous connaissons maintenant un certain nombre de plantes qui sont potentiellement immortelles. Attention, ça ne veut pas dire qu'elles ne meurent pas, et notamment si je veux couper d'un coup de tronçonneuse un arbre immortel, ben, il meurt. Donc ils sont faciles à tuer, mais immortalité potentielle, ça veut dire que si vous maintenez ce végétal dans un environnement optimal, sans aucun facteur adverse, il ne mourra pas. Ça peut durer très très longtemps. Quand j'étais étudiant, on nous parlait des Pinus longeva de Californie, 5000 ans. C'est pas mal, 5000 ans, hein. C'est l'âge des pyramides d'Égypte. Mais après, c'est tombé ce record-là. On est passé à 10 000 ans pour un clone de peuplier. Et maintenant, on en est à 43 000 ans. Je me demande si on vous avait... On a déjà parlé de ces trucs-là, il me semble. 43 000 ans, c'est le record actuel. Il faut s'y accrocher parce qu'il va être certainement dépassé par un autre record. Je ne sais pas d'où il va venir. 43 000 ans, c'est le Lomacia tasmanica de Tasmanie. Bon. Impossible à tuer parce qu'il n'y a pas d'organe vital. On peut les diviser parce que ce n'est pas des individus. Et une troisième solution pour échapper aux prédateurs, c'est une croissance illimitée. Ça sépare vraiment les plantes et les animaux. Un animal, un chat ou un chien, ça grandit quand c'est jeune, et après ça ne grandit plus. Un être humain, c'est pareil. Après ça ne grandit plus, mais ça ne l'empêche pas de vivre. Et la plus grande partie de notre vie, on cesse de grandir. Pour vous montrer à quel point c'est différent, la croissance animale et la croissance végétale, prenez un rouge à lèvres très délicat et faites une petite croix sur le front d'un gamin. Eh bien, avec le temps, la croix va monter, puisque le gamin grandit. Et si vous faites ça sur le tronc d'un arbre, ça ne bougera pas. Donc, cette expérience ultra simple vous montre bien que les deux groupes ne grandissent pas de la même façon. C'est même extrêmement différent. Chez les animaux, la croissance, comme je l'ai dit, elle est limitée dans le temps. Et chez les plantes, elle est fondamentalement illimitée. Ça ne veut pas dire que les plantes sont gigantesques, mais ça veut dire que si vous empêchez une plante de pousser, c'est un des meilleurs moyens pour la tuer. Prenez un cercle métallique, mettez-le autour du tronc d'un arbre, 2 petits coups de tournevis pour que ça soit bien serré. En 3 semaines, votre arbre il est mort. Tout simplement parce que, ne pouvant plus croître en diamètre, eh bien il meurt. J'aime bien la phrase de Patrick Blanc. C'est Patrick Blanc qui a inventé la devise des plantes. Je pousse donc je suis. Ça lui va très très bien ça. Alors, les plantes peuvent rester petites, c'est vrai, il y en a beaucoup qui sont petites, mais il y en a aussi qui deviennent extrêmement grandes. Une glycine, par exemple, la glycine habituelle, hein, celle qu'on a ici, il en a été mesuré une de 171 mètres. C'est-à-dire que c'est énormément plus grand que le plus grand des arbres. Des rotins, c'est-à-dire des palmiers lianes, 400 mètres.
on entend parler, mais ça je ne peux pas encore l'affirmer, on entend parler de lianes d'1 kilomètre. Il va falloir qu'on fasse la mesure un jour, mais vous savez, c'est pas commode d'abord d'avoir accès à la totalité de la liane, ensuite de l'étaler par terre pour pouvoir la mesurer. Bon, il va peut-être falloir encore quelques temps. En tout cas, cette croissance illimitée, voilà une très bonne défense contre les prédateurs. Mais la meilleure, je crois que c'est la 4e, c'est des défenses biochimiques. Une dissuasion biochimique. Alors, c'est évident que le fait d'être fixé, et par conséquent de ne pas pouvoir s'enfuir devant l'arrivée d'un prédateur, la meilleure solution, c'est d'être toxique. Et puis de le faire savoir. D'ailleurs, l'animal, il n'est pas bête, parce que quand il aura goûté une fois une plante qui est dangereuse, bon, il ne recommencera pas. Une virtuosité biochimique qui va de pair avec la fixité. Vous remarquerez qu'on parle de plantes médicinales, mais on ne parle pas d'animaux médicinaux. Il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment presque résiduel par rapport aux plantes médicinales. Je ne sais pas si ça vaut le coup que je rappelle l'histoire de Van Hoven avec ses acacias. Je ne sais pas. Bon, enfin, oui. Non, j'aime bien cette histoire parce qu'on l'a appris à Montpellier même en 90. Un collègue qui s'appelle Van Hoven arrive d'Afrique du Sud, l'université de Pretoria, et il nous parle de la relation entre les gazelles et les acacias. Je dois d'abord dire que ces gazelles ne mangent que de l'acacia. C'est leur nourriture exclusive. Alors Van Hoven, il regarde comment ça se passe, la gazelle arrive, elle mange, bien sûr, puisque c'est sa nourriture. Mais la première chose qui l'étonne, c'est que la gazelle mange pendant très peu de temps, 20 secondes, dit-il. Et puis l'animal s'en va. Il a évidemment encore faim, mais il y a quelque chose qui tout d'un coup lui déplaît. Alors Van Hoven, il compare la biochimie de la feuille avant l'attaque et après l'attaque. Une transformation biochimique fulgurante, la feuille est devenue toxique. En quelques secondes. C'est déjà assez étonnant. Mais le plus étonnant, c'est que l'animal qui a toujours faim, il se dirige de l'acacia A vers l'acacia B, et pour faire ça, il remonte le vent. Ça amène à penser. D'ailleurs, en Afrique, tout le monde vous le dira, les chasseurs, ils savent très bien que les grands animaux remontent le vent. Alors, qu'est-ce qu'il fait Van Hoven? Il compare la biochimie des feuilles au vent avec celle des feuilles sous le vent. Et sous le vent, tout est devenu toxique. Alors qu'elles n'ont pas été attaquées, n'est-ce pas? Donc ça, vous pouvez tourner ça dans le sens que vous voulez. Vous n'éviterez pas cette conclusion incontournable que l'acacia A, celui qui s'est fait vraiment grignoter, il a prévenu les autres. Et vous pouvez même affirmer que c'est un message gazeux puisque ça descend le vent. Alors, cette sensibilité des plantes, nous avons, c'est les années 90, ça, mais depuis on a énormément de données sur cette sensibilité des plantes et sur la possibilité qu'elles ont de communiquer entre elles pour éviter l'arrivée des prédateurs. Alors, dans le cas de l'acacia, il reste toxique pendant 24 heures. Puis il redevient normal. Évidemment, l'animal est parti entre-temps. C'est intéressant parce qu'il y avait une autre tactique, une autre stratégie, on devrait dire. C'est que la plante soit toxique tout le temps. Le laurier rose, il n'attend pas qu'on le grignote pour être toxique. Il est toxique tout le temps. C'est une autre stratégie. Quoi qu'il en soit, cette dissuasion biochimique, c'est une des meilleures défenses des plantes contre les prédateurs animaux.